Et voilà, bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. Un petit signe avant de se lancer. Vous connaissez, vous avez l'habitude. Faites-moi envoyez-moi un petit emoji pour me dire que vous m'entendez avant que je me lance, que je vous raconte cette folle journée au palais de justice de Manhattan. Voilà. Merci, merci Rosan qui a été aujourd'hui le plus rapide. Merci Marie-Laetitia. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes le mardi 14 mai et c'est le récap de l'épisode 16 du procès pénal de Donald Trump. Cinquième semaine. Cinquième semaine, la première semaine ayant été consacrée à la formation du jury, à la sélection du jury. Donc cinquième semaine, 19e témoin. 19e témoin. Et quel témoin avec Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, plus que l'avocat. On va en parler, on va parler de son parcours, on va parler aussi de ses révélations, de ce qu'elle veut dire, comment Fox News a essayé, Fox News et le Parti républicain, les élus MAGA qui viennent sur place, ont essayé de partir en espèce de contrôle, de contrôle de panique, parce que la, c'était une très mauvaise journée pour la défense de Donald Trump. Évidemment, elle va avoir sa chance de faire un contre-interrogatoire de Michael Cohen. Un petit rappel avant qu'on se lance, à titre exceptionnel, je n'ai pas accès à notre studio habituel, donc c'est un épisode, c'est un récap qui est malheureusement uniquement en mode audio. Je dis malheureusement parce que pour le coup, j'avais énormément de vidéos à vous montrer, d'extraits complètement fous, de photos complètement folles, mais vous allez vous contenter de ma voix. C'est le service minimum. Tout ça devrait être rétabli à partir du récap de mercredi, du récap de la matin à 8 heures, qui pour le coup sera en direct sur YouTube avec des vidéos, avec des images, avec des unes. Vous pouvez voir attachée à ce tweet la une de Daily News. Il faut savoir que depuis maintenant 5 semaines, cette affaire n'a pas quitté la une des médias américains. C'est déjà le premier renseignement, c'est-à-dire que vous regardiez les chaînes d'infos de gauche ou les chaînes d'infos de droite, plus les chaînes généralistes, plus les quotidiens régionaux, les tabloïds comme le Daily News, l'affaire occupe et fascine une partie de l'Amérique, ce qui fait placer aussi, de toute façon, la campagne la campagne au second plan. Il n'y a aucun intérêt, par exemple, en ce moment de l'électorat américain de se fasciner pour des thèmes qui nous intéressent, de savoir par exemple qui sera le vice-président de Donald Trump. C'est vraiment des sujets qui passent au-dessus de la tête des Américains. De toute façon, comme d'habitude, je serais tenté de dire, ils sont plus préoccupés à l'heure actuelle par terminer les années scolaires et puis leur pouvoir d'achat. Ça, c'est des vrais thèmes. Et du coup, forcément, tout ce qui est inflation, ce sont des vrais thèmes de campagne. Le reste, ça nous fascine, nous, sur les réseaux sociaux, mais ça n'intéresse pas la majorité des Américains dans le même état d'esprit. Les meetings de Donald Trump, quelle que soit la taille, intéresse pas ou intéresse peu. C'était amusant d'ailleurs de voir sur Fox News qu'aujourd'hui, un des thèmes de la journée évidemment, en tant que fan absolu de Bruce Springsteen, m'a intéressé, était de venir prétendre Eric Trump en tête, que même Springsteen aujourd'hui ne faisait pas la moitié du monde qu'il y avait sur cette plage. Pour information, le chiffre de 100 000 a circulé. C'est une invention, une fake news des pro-Trump organisée par sa campagne. Il y a eu une augmentation. En semaine, on avait appris que la plage, d'après le maire républicain de cette ville-là, ne pouvait pas contenir plus de 40 000 personnes.
Donc, dans tous les cas, même si la plage était remplie, on ne pouvait pas y en avoir 100 000, que le permis qui a été délivré par les autorités, et entre autres les pompiers, etc., était pour 20 000 personnes maximum. On va dire, voilà, il y en a eu entre 10 et 15 000. Et de toute manière, on l'a démontré en 2020, ces meetings monstres qui sont un peu la spécialité de Trump, n'ont pas forcément un effet sur l'électorat. C'est pas dans la tradition américaine déjà de se déplacer pour des meetings politiques. C'est quelque chose qui vraiment a été cultivé par Trump, est tellement cultivé d'ailleurs que lorsqu'on regarde les premiers rangs et que l'on compare, il y aurait eu un travail à faire s'il y avait du temps et des moyens humains de le faire. Lorsqu'on compare les premiers rangs de de ces meetings-là, on reconnaît toujours les mêmes personnes qui suivent, hein, c'est un point intéressant, voilà, dans cette espèce de culte de la personnalité, qui suivent Trump de meeting à meeting. Hier, il y a eu des reportages sur la télévision régionale. Alors forcément, vu de France, c'est des choses qui ne sont pas traitées, mais dans les aéroports où on voyait ces supporters Trump qui, après avoir passé la journée dans le New Jersey, reprenaient l'avion pour rentrer chez eux, que ce soit dans l'Ohio, que ce soit en Caroline du Sud, etc., etc. Donc ça, c'était la réalité de ce meeting-là. C'était une petite parenthèse pour commencer, parce que la véritable actualité, c'était évidemment du côté de New York, avec la présence de Michael Cohen, un témoignage qui a été construit pendant 4 semaines par l'équipe du procureur, en faisant venir jour après jour des témoins incontestés, incontestables, qui en fait ont mis en avant des points du futur témoignage de Michael Cohen, et ont présenté des preuves qui ont servi au témoignage de Michael Cohen. C'était une stratégie pour arriver au point que lorsque Michael Cohen allait venir, malgré les problèmes de crédibilité, il a été accusé d'avoir menti, quelquefois pour Trump d'ailleurs, devant la cour, quelquefois pour son propre intérêt. C'est quelqu'un qui a fait de la prison. Donc, c'était l'idée de dire, voilà, tout ce qu'il va vous raconter est crédible. Faites confiance à son propos. On aura toutes les preuves. Et c'est la première chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est la manière dont toute la journée, cette première phase d'interrogatoire a été construite, où à chaque déclaration de Michael Cohen a été encadrée par des documents, a été encadré par des témoignages, de telle sorte que le jury a pu s'embarquer dans cette histoire-là. Alors, quand on parle de jury, évidemment, personne est en mesure de vous dire ce qui se passe dans la tête de ces membres du jury, ces membres du jury, si c'est 12 jurés plus leurs 6 suppléants, s'ils ont été intéressés, apparemment oui, à leur attitude, apparemment oui, au nombre qui ont pris des notes toute la journée. Est-ce qu'ils ont été donc intéressés? Est-ce qu'ils ont été convaincus? Ça, on ne le sait pas. Et c'est pareil, on va tenter de tirer le bilan aujourd'hui, mais ce n'est pas un bilan définitif. Si nous étions dans un match de foot, l'image marche mieux avec le basket, vous allez comprendre, mais c'est dans un match de foot, nous sommes à la moitié de la première mi-temps, où nous sommes à la fin du premier quart-temps si nous étions dans un match de basketball, c'est-à-dire qu'on est dans le témoignage de Michael Cohen, qui est présenté par l'équipe du procureur. Ce témoignage, on a appris avant le procès qu'il a été préparé. Cette séquence a été préparée pendant 1 an. Donc c'est quelque chose où il est à l'aise, il n'y a pas de question pour le déstabiliser. Et la prochaine partie qui va arriver, peut-être dès demain après-midi, heure de New York. D'ailleurs, pour info, quand je dis demain, parce qu'en fait, il est au milieu de la nuit à New York, on sera ce mardi pour une édition spéciale au cœur du face-à-face entre Cohen et Trump. On sera en direct à partir de 18h heure de Paris, 12h
au Québec pour vous faire vivre cette audience où on devrait avoir la fin de l'interrogatoire de Michael Cohen et surtout, le début du contre-interrogatoire, les avocats de Trump qui n'ont plus le choix. Avec ce qui s'est dit aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Il faut faire exploser en vol Michael Cohen, il faut le faire craquer, il faut démonter tout ce qu'il vient de dire parce que ce qu'il a dit, si, comme je vous l'ai écrit dans la journée, si le jury décide de le croire en se basant sur ses propos et tout l'encadrement qui a été construit autour de ses propos, le jury sera dans la position de pouvoir déclarer coupable Donald Trump. Déclarer coupable Donald Trump dans un premier temps du coup le juge après décidera de la sentence et c'est une sentence qui peut aller jusqu'à une peine de prison. Donc l'enjeu, la dernière chance de la défense de Donald Trump, c'est demain. Aujourd'hui, encore une fois, et c'est une stratégie étrange, j'ai échangé aujourd'hui avec des avocats qui ne comprennent pas non plus. Il y a eu très peu d'interventions des avocats de Donald Trump lors de son témoignage. D'habitude, pour comprendre comment ça se passe dans une cour de justice américaine, les avocats utilisent les objections. Des fois, elles sont fondées, mais très souvent sans aucun fondement pour interrompre le flot du récit, pour interrompre le témoin lorsqu'il raconte des informations qui sont dérangeantes, hein, une sorte d'un petit peu de casser le momentum. On est dans nos matchs, dans notre comparaison avec un match de foot, c'est de faire le remplacement au moment où l'autre équipe essaye de revenir au score. Ben, là, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu pareil, ces objections, et surtout, elles font qu'elles viennent déranger le confort d'écoute du jury. Et c'est extrêmement important. On ne veut pas que le jury s'installe dans une histoire et se laisse prendre par la main et amener d'un point A à un point B. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'équipe du procureur, comme je vous le disais, 1 an de préparation pour la journée, a pris Michael Cohen et à travers Michael Cohen, les membres du jury et lui ont demandé de raconter son parcours de son arrivée au service de Donald Trump jusqu'à les faits qui impliquent directement Donald Trump. Et quand je vous parle d'implication directe, et tout à l'heure je vous parlais de l'attention donnée par la presse, la presse et les médias américains à cette affaire, ce soir, le titre sur le site de Associated Press. Associated Press, c'est l'équivalent américain de l'AFP. Donc, ce sont des informations qui, après, sont reprises par tous les journaux et le titre est extrêmement clair. Star witness Michael Cohen directly implicates Trump in testimony at Hush Money trial. Le témoin vedette Michael Cohen implique directement Trump dans son témoignage. Donc ça c'est pour la tendance. Avant de parler de Michael Cohen, on va revenir quelques secondes sur ce qui s'est passé. Si vous étiez à l'écoute du récap du 15e épisode samedi, on l'avait déjà fait ici. Je vous avais raconté comment on attendait la position du juge sur la question d'avoir Allen Weisselberg qui vient témoigner. Allen Weisselberg, c'est le directeur financier, l'ancien directeur financier de la Trump Org et qui est au centre de toutes ces conversations. C'est lui qui a préparé avec Michael Cohen, validé par Donald Trump, un montage financier illégal pour rembourser Michael Cohen qui avait avancé l'argent pour acheter le silence de Stormy Daniels. Et donc la question était de savoir si on allait avoir le témoignage de Weisselberg, parce que Weisselberg est dans une situation particulière, c'est un vieux monsieur, mais qui aujourd'hui est dans un pénitencier. Il est à Rikers, dans une prison sur une île à côté de New York, où il purge une peine de 5 ans après avoir menti sous serment lors du procès pour fraude au bénéfice de Donald Trump.
Et donc, c'est sa deuxième peine de prison quasi consécutive pour avoir refusé de charger Trump. Et l'équipe du procureur voulait faire rentrer dans le procès un document extrêmement important qui était un accord signé entre la Trump Org et Weisselberg qui lui garantit au total 2 millions de dollars, dans 750 millions de dollars dans les prochains mois s'il ne parle pas contre Donald Trump. Évidemment, je simplifie ici le propos, mais en gros, ce contrat sert à ça. Et donc, l'équipe du procureur voulait présenter ce contrat aux membres du jury et leur dire que c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu interroger Weisselberg, parce qu'il a ce contrat, il a un intérêt financier à protéger Donald Trump. Et donc le juge avait dit qu'il allait réfléchir ce week-end, s'il fallait quand même le convoquer, s'il fallait voir s'il allait plaider le cinquième amendement, s'il fallait lui donner une immunité. Et ce matin, euh, changement de ton chez le magistrat. On imagine qu'il a dû se passer des choses ce week-end dont on n'est pas forcément au courant. Peut-être que au niveau du procureur, on est allé à Rikers interroger Weisselberg pour savoir s'il était prêt à collaborer, et peut-être que la réponse était non. Mais bon, en tout cas, marche arrière du magistrat, ce qui est une bonne défense, une bonne nouvelle pour la défense, c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump, en tout cas dans un premier temps, c'est de dire que non, le jury ne pourra pas prendre connaissance de ce document où Trump en fait fait ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est dans la mesure de donner des informations compromettantes qui peuvent l'envoyer en prison et donc compromettre ses chances de succès en novembre prochain, et il y a un accord financier. Donc le juge a dit que l'on ne présentera pas ce document-là et que Weisselberg restera en prison, que ce n'est pas nécessaire dans l'établissement des preuves d'avoir sa présence. Alors, comme je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle dans un premier temps pour l'équipe de Trump. Je pense que dans un deuxième temps, c'est une bonne nouvelle pour l'accusation parce que la venue de Weisselberg et l'utilisation de ce document, en fait, pouvait permettre à l'équipe de Trump de faire des appels. Après, on l'a vu dans le cas de l'affaire de Harry Weinstein, où l'appel pour utilisation d'informations négatives sur l'inculpé et ayant faussé l'opinion des juges a permis de faire casser un procès où Weinstein avait été reconnu coupable de viol. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc je pense que dans un premier temps, c'est une bonne nouvelle pour la défense de Trump. Dans un deuxième temps, c'est une bonne nouvelle pour l'accusation parce que du coup, en agissant comme ça, le juge Merchan vient de couper une partie de l'herbe sous les pieds des possibilités d'appel. On le sait depuis 10 jours. Ça ne veut pas dire, ne tirons pas de conclusions hâtives, que du côté Trump, on estime qu'on va perdre ce procès-là. Mais ce qu'on voit faire depuis 10 jours, c'est installer tous les jalons dans les démarches en cours, dans les déclarations, tous les jalons d'un futur appel, en se disant on va perdre ce procès-là devant un jury populaire, on le gagnera en appel devant des magistrats, uniquement des magistrats. Donc il y a tout ça qui se met en place. Ça, c'était pour commencer la journée. Et puis, Michael Cohen est arrivé à la barre. Et donc, tout le week-end, encore une fois, l'intérêt de la presse médiatique, c'était complètement fou. Tout le week-end, tout le monde se perdait un petit peu dans différentes théories en se disant, mais comment va se comporter Cohen? Donc, Cohen, c'est cette personnalité new-yorkaine qu'on pense un personnage d'un film de Scorsese, une grande gueule, qui est pas forcément le mec le plus agréable. Hein. Les gens qui sont venus témoigner dans le procès, et c'était aussi une volonté de l'équipe de procureurs, c'était de ne pas dresser un portrait uniquement favorable sur Michael Cohen. Et donc, l'idée était de dire, voilà, donc le gars, c'est pas pour rien qu'il est devenu un des plus gros salaires de la Trump Org et que Trump lui a fait confiance. Il est rentré comme avocat. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que
il est rentré à cause d'une des stratégies habituelles de Donald Trump, c'est qu'il a fait un travail comme consultant pour la Trump Org, et lorsqu'il a apporté sa facture de 100 000 dollars, Trump a refusé de la payer. Il a refusé de la payer, il lui a dit, ben, à la place de vous payer, je vais vous engager, venez travailler avec moi. Et c'est ce qu'a fait Cohen. Il avait cette vocation de vivre l'année l'Amérique Wall Street, et il avait ça avec Trump, et peu à peu d'avocats qui en fait ne géraient pas grand-chose, il est devenu ce que l'on a appelé the fixer, celui qui répare les problèmes. Donc peu à peu, c'était à la fois les problèmes juridiques de Trump, mais c'était de mener pour lui des négociations. Il a raconté ça, comment il a été en charge de faire craquer les fournisseurs de la Trump University, que lorsque cette arnaque de la Trump University, lorsqu'elle a fait faillite, il n'y avait plus d'argent pour les payer, et comment donc il a mené ces négociations-là. C'est lui qui s'est chargé de trouver une école pour Barron. Trump l'utilisait pour rassurer Melania et expliquer que Trump ne le trompait pas. Et puis surtout, son plus grand boulot était de contrôler les médias, contrôler la presse et menacer en permanence. Et il expliquait que c'était son mode opératoire. C'est pour ça que Trump l'appréciait, c'est que c'était un bully, c'était quelqu'un qui menacé en permanence de procès, de longues et coûteuses procédures judiciaires pour empêcher des histoires compromettantes sur Donald Trump pour qu'elle sorte au public. Et donc voilà, donc ça a été ce premier boulot. Il est devenu peu à peu, hein, si on est dans un terme de mafia, et que Trump, qu'il surnomme The Boss, le patron et le parrain, il était le consigliere, celui qui est dans l'ombre et qui donne des conseils et qui exécute toutes les sales besognes. Et donc, cette position privilégiée de totale confiance l'a mis en mesure de connaître énormément de secrets de Donald Trump. Le but aujourd'hui n'était pas de révéler les secrets, mais de démontrer ce qui s'est passé à partir de 2015, lorsque Trump a décidé de se présenter. Alors c'est un schéma, ce qui est intéressant avec Cohen, c'est que on sent qu'on se rapproche de la fin du procès, parce que en fait, en une journée, il a résumé 4 semaines d'audience. Et ça, c'est un travail extrêmement important. Encore une fois, j'insiste, quelle que soit l'issue de ce procès-là, j'ai été vraiment impressionné par la manière dont l'équipe du procureur a construit son dossier, a construit sa démonstration, a su répéter des arguments clés, a su utiliser dans des témoignages d'autres qui étaient dits la veille, etc., de telle sorte que en fait, ils ont répété la même histoire depuis 4 semaines au jury. Et là, d'avoir Michael Cohen hier, c'était une manière d'englober tout ça, de dire voilà, pendant 4 semaines, on vous a raconté beaucoup de choses. Peut-être vous vous souvenez des grandes lignes. Et en fait, le point commun, le fil rouge, la pièce manquante de tout ce qu'on vous a raconté pendant 4 semaines, c'est Michael Cohen. Et donc, l'histoire qui nous intéresse débute en juin 2015, lorsque Donald Trump décide de se présenter à l'élection présidentielle. Ça faisait plusieurs années qu'il rêvait de ce moment-là. Donc, il décide de se présenter, et il convoque Cohen. Il se voit très souvent. Cohen a un accès direct au bureau de Trump sans prendre rendez-vous. Et donc Trump lui dit, bon, maintenant que je suis candidat à la candidature, hein, on est au moment des primaires républicaines, à ce moment-là, Trump est loin, mais très très loin d'être un favori. Il dit à Cohen, voilà, maintenant je suis candidat. Il y a plein d'histoires impliquant des femmes qui risquent de sortir. Et donc, c'est pour ça qu'il propose, Trump,
ce rendez-vous avec à la Trump Tower, donc c'est la Trump Tower Conspiracy, avec le directeur David Packer, qui était le premier témoin de ce procès et qui a confirmé tout ce que Cohen a raconté aujourd'hui. Et donc, Packer, c'est le rédacteur en chef, pas le rédacteur en chef, le directeur de la publication de National Enquirer. National Enquirer, comme je l'ai souvent dit, c'est Voici, mais sous stéroïdes, avec des unes qui sont vues chaque semaine par 100 millions 100 millions d'Américains. Et donc, il y a cette réunion entre Cohen, entre Trump et entre Paker pour demander l'aide du National Enquirer. Et donc, c'est la création de ce plan qui s'appelle The Catch and Kill, où le National Enquirer, dans sa position privilégiée, va être à l'écoute de toute histoire négative de Donald Trump, va les attraper en les achetant, ces histoires négatives, et les tuer en empêchant leur publication. Tout ça, et c'est le point le plus important, ce n'est pas pour le bénéfice de Donald Trump. En fait, on se rend compte qu'il s'en fout un peu en termes d'image, mais c'est pour le bénéfice de sa campagne. Très tôt, il le reconnaît, on est dans l'Amérique. L'Amérique a changé en 10 ans. Nous sommes en 2015 et on est encore dans une Amérique où on se dit que un scandale sexuel, ça peut couler une carrière politique. Ça a été le cas de John Edwards, qui était le colistier de John Kerry, qui a été, dont l'adultère a été révélé par The National Enquirer, justement, et ça a tué sa carrière politique. Il y a eu le scandale Bill Clinton, Monica Lewinsky, qui est encore dans tous les esprits. Et Trump sait de manière instinctive que son passé, ses relations avec les femmes peuvent venir peuvent venir l'handicaper et que donc il faut empêcher ces histoires de sortir. Et donc Cohen est placé en relation directe avec l'équipe du National Enquirer pour acheter, contrôler toutes ces histoires-là. Et donc le premier niveau, c'est le bénéfice politique qui fait partie de la démonstration que les procureurs doivent faire pour pouvoir amener la condamnation à Donald Trump, de dire que ce qu'il a fait, le point de départ, cette fraude comptable dont on va parler plus tard, a été fait dans un intérêt d'un bénéfice politique pour donc aider sa campagne, ce qui est illégal, donc une faute mineure qui dissimule une faute plus grande, et c'est comme ça qu'on peut arriver à une peine de prison. Donc ça a été le premier point du témoignage. Et après, Michael Cohen a raconté opération après opération les deux fois où il s'est retrouvé en position avec le National Enquirer de devoir acheter le silence de personnes qui accusaient Trump, donc Karen McDougal. C'est un moment important, Karen McDougal, parce que c'était la maîtresse de Donald Trump pendant près d'1 an, lorsque Melania était enceinte de Barron et Melania a accouché de Barron. Il a trompé sa maîtresse avec Stormy Daniels, et on est dans un niveau assez particulier, mais bon, en tout cas, il a fallu acheter cette histoire-là. Et pourquoi ça a été un moment important? Parce que ça a permis au jury d'entendre à nouveau un enregistrement d'une conversation téléphonique faite clandestinement. Trump ne le savait pas. D'une conversation, pas téléphonique, une conversation tout court, enregistrée à partir du téléphone de Michael Cohen entre Trump et Cohen, donc, où il est décidé de mettre en place une structure pour pouvoir acheter le silence de Karen McDougal. Et c'est important aussi parce que le témoignage de Cohen a placé Trump au cœur de ce processus de décision où il est informé et au courant de tout et où il est lui qui donne les ordres en disant voilà, il ne faut pas que cette histoire sorte, il faut faire, va voir David. David Baker, c'est le directeur de la publication de Entertainment Weekly. Débrouillez-vous, mais il ne faut pas que ces histoires sortent là. Et ça, c'est un des points vraiment le plus important de la mission aujourd'hui de Cohen, de mission lundi de Cohen,
de placer directement Donald Trump au milieu de toutes ces affaires-là. Et évidemment, le morceau de choix qui a occupé une partie de la journée, c'est lorsque nous sommes passés sur le lendemain d'une date fatidique qui est le 7 octobre 2016. Nous sommes à un mois de l'élection présidentielle américaine et le Washington Post révèle l'existence d'une vidéo enregistrée où le micro du présentateur Billy Bush était toujours on. C'est cette fameuse vidéo Access Hollywood où Trump se vante de pouvoir embrasser les femmes sans leur demander leur permission et surtout de les attraper par leur partie génitale parce que c'est une star et qu'elle n'ose pas leur dire non. Et donc, il faut comprendre que la sortie dans les médias de cet enregistrement, que dans un premier temps, Donald Trump nie, en expliquant que ça n'existe pas, c'est faux, ce n'est pas lui, il ne parle pas comme ça, jusqu'à ce que l'enregistrement sorte, qui va le forcer pour la première fois et la seule fois de sa carrière politique à présenter un mea culpa et des excuses. Ce qu'on a bien saisi aujourd'hui, c'est le séisme de cette révélation. Le fait que, à un moment, quand ça sort, au niveau de la campagne et au niveau du Parti républicain, on est à un mois de l'élection, on se dit, c'est foutu, Trump ne peut plus gagner. Au niveau du Parti républicain, au niveau des cadres du Parti républicain, de l'organisation du RNC, donc du Republican National Committee, il y a même une réunion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a l'option de inverser les rôles et d'avoir Michael Pence comme candidat à la place de Trump. Et tout de suite, dans des enquêtes internes, on se rend compte que Trump décroche immédiatement avec les femmes et que pour gagner, et c'est ce qui va lui permettre de gagner, alors qu'ironiquement, il est contre une candidate femme, il a besoin de cet électorat de mères de famille blanches des suburbs américains qui ont voté pour la dernière fois, c'était d'ailleurs, depuis ça n'a pas été le cas dans toutes les élections intermédiaires, ont voté républicain. Et les études sont extrêmement précises. On sait que s'il perd une minorité de cette frange-là, c'est-à-dire 5% de cette base électorale, il ne peut pas gagner la Maison-Blanche. Donc, c'est une panique générale pour essayer de limiter les dégâts. Et à ce moment-là, le National Enquirer appelle Michael Cohen en lui expliquant que il y a une certaine actrice de film porno, Stormy Daniels, qui essaye de vendre son histoire de sa relation sexuelle avec Donald Trump en juillet 2006, 10 ans plus tôt. Trump est fou de rage parce que c'est une histoire qui a déjà failli sortir en 2011 et Cohen à l'époque l'avait étouffé. Il est fou de rage parce qu'il pensait que l'histoire est terminée et à partir de là, il va demander, et c'est vraiment le point le plus important, il va demander pour le bénéfice de sa campagne que cette histoire soit étouffée. Cohen, citant Trump, explique qu'il a ce discours en disant que c'est un désastre complet. Les femmes vont me détester, les mecs vont trouver ça cool, mais les femmes vont me détester et sans les femmes, je ne peux pas gagner. Il faut par tous les moyens possibles empêcher que cette histoire sorte. Il faut acheter les droits de vie, il faut acheter le silence de Stormy Daniels. Et donc, il y a une urgence, on le voit avec un calendrier qui, encore une fois, là je vous le raconte de manière rapide, a été prouvé par des communications téléphoniques, des échanges d'emails, des échanges de textos. D'ailleurs, une petite parenthèse sur les emails, un des petits moments intéressants comme ça, c'est lorsque Cohen a expliqué que Donald Trump refusait d'avoir une adresse électronique, il n'avait pas d'email, il voulait que toutes les communications se passent de manière orale parce que il expliquait que les emails, les procureurs pouvaient avoir accès à vos emails
et que donc ça devenait des preuves et qu'il avait vu des personnes tomber à cause du contenu de leur courrier électronique. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas d'email. Quoi qu'il en soit, Cohen après a détaillé toute cette procédure qu'il a forcée parce que Trump a essayé jusqu'au bout d'arnaquer Stormy Daniels et d'essayer de ne pas la payer. Et puis à un moment, il y a eu un dernier ultimatum de l'avocat de Stormy Daniels en disant que si National Enquirer n'achetait pas cette histoire-là, ils allaient aller sur ABC News raconter cette histoire. Et donc, il a fallu d'urgence acheter cette histoire-là. Le National Enquirer n'a pas voulu avancer l'argent parce qu'il savait que c'était une fraude électorale et c'était une somme trop importante. Elle demandait 130 000 dollars. Et donc, c'est Cohen qui, en attendant que Trump rebondisse, fait ce crédit-là et achète le silence de Stormy Daniels. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire avec à plein de niveaux une implication directe de Trump. Mais le plus important, c'est ce qui est venu après parce que c'est une implication directe de Trump dans l'opération d'une fraude avec l'intention de dissimuler une faute plus grande. Et cette partie-là, elle se déroule et à partir de la fin du mois de décembre 2016, Trump a été élu. Il est toujours à New York, à la Trump Tower, où il prépare la transition. Il est ce qu'on appelle le president-elect. Donc, il attend la passation de pouvoir qui est prévue pour le 20 janvier. Et en attendant, il reçoit du monde à la Trump Tower. Vous vous en souvenez, c'est lorsque Marine Le Pen avait essayé d'être reçue par Trump et finalement s'était retrouvée dans le café tout en bas de la Trump Tower à discuter avec un conseiller politique. Et donc, il y a ce moment de décembre. Et avant que je vous le raconte, je voudrais que vous gardiez en tête que si aujourd'hui, de manière ironique, si aujourd'hui Donald Trump est devant les tribunaux et risque d'être déclaré coupable, c'est parce que il a cette espèce de rapport malsain avec les femmes, ça on le sait, mais principalement avec l'argent, et que il a, en voulant faire des fausses économies, en refusant dans un premier temps de rembourser le National Enquirer qui avait acheté l'histoire de Karen McDougal pour lui et qui a incité du coup le National Enquirer de ne pas avancer l'argent pour l'histoire de Stormy Daniels en négociant, en tentant d'arnaquer Stormy Daniels en lui promettant qu'ils allaient acheter leur histoire dans l'idée de faire durer au maximum, parce que là aussi c'est un aspect intéressant de ce qu'a raconté Cohen. Il a raconté comment l'idée était de retarder le maximum ce paiement et Trump lui disant que si il est élu, de toute façon, il s'en fout que cette histoire sorte et s'il perd, il s'en fout aussi. Donc l'idée est de tout tenter, il demande à Cohen de tout tenter pour retarder le moment du paiement de Stormy Daniels et de la piéger comme ça. Ce qui a permis aussi, encore une fois, d'éclaircir que ce que tout Trump faisait était au bénéfice de la campagne, parce que quand Cohen lui dit mais comment on va gérer au niveau de Melania, euh, Trump dit que il s'en fout de Melania, que c'est pas un problème et que de toute manière, qu'est-ce qu'il veut qui se passe si Melania veut partir, Trump ne restera pas longtemps sur le marché des célibataires à marier et que donc à partir de là, c'est pas tout ça n'est pas très grave. Mais en tout cas, cette anecdote-là permet encore une fois de clouter cette idée que tout a été fait par rapport à la campagne. Et donc l'idée de Trump est de retarder ce paiement-là, va forcer Michael Cohen à créer cette société et à prendre lui-même un crédit pour pouvoir payer Stormy Daniels.
et donc, toutes ces fautes-là qui sont Trump qui ne veut pas sortir le moindre centime, Trump qui ne respecte pas sa parole par rapport à ses complices, font qu'il y a eu ces malversations, il y a eu ces fraudes, et aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent contre lui. Et donc, Cohen raconte que le point de départ, et on est toujours dans cette espèce de logique de Trump, c'est que le point de départ, c'est que en décembre, fin du mois de décembre, il y a une tradition à la Trump Tower au niveau des dirigeants de la Trump Tower. Comme je vous l'ai dit, c'est un des plus gros salaires de la Trump Tower, qui montre aussi son importance aux yeux de Trump. Et la tradition, c'est quelques jours avant Noël, on leur passe un bonus annuel sous forme d'un chèque. Et Cohen reçoit son bonus annuel et remarque qu'il est euh, aux deux tiers plus petit que l'année d'avant. Et ça, il le prend très très mal. C'est pas par rapport à l'argent, mais il dit, je viens pendant un an, je viens de me tuer, et parce que c'était le cas, ça a été démontré aussi, à aider Trump, à protéger Trump, à l'aider pour la campagne. Je viens de ma poche de sortir 130 000 dollars que, oh, by the way, il ne m'a toujours pas remboursé. Hein, nous sommes en décembre. Cet argent-là a été payé en octobre. Cohen n'a toujours pas été remboursé à ce moment-là. Et là, il pète les plombs. Il le reconnaît lui-même. Et il va voir Weisselberg en disant, écoute, ça va pas se passer comme ça. Non seulement on me baisse mon bonus aux deux tiers, et en plus de ça, on m'a pas remboursé les 130 000. Et donc là, du coup, Weisselberg, sentant que Cohen est très sérieux, qu'il a appelé déjà le patron de The National Enquirer, Taker, qui lui non plus n'a pas été remboursé des 150 000, et que donc les deux se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, on a ces histoires-là, Trump est président, il se fout de notre gueule, qu'est-ce qu'on va faire? Weisselberg dit non mais ne t'inquiète pas Michael, au retour des vacances en janvier, tout sera réglé. Trump appelle Cohen entre le jour de l'an en disant écoute, on va se voir, et c'est là qu'on arrive, c'est pour ça que je vous ai raconté tout ça dans le détail, on arrive au moment le plus important parce que il est documenté, parce que dans ce dossier-là, il existe une preuve qui est ce qu'on appelle aux États-Unis un smoking gun, qui est la preuve infaillible. Et donc, c'est une réunion d'abord entre Cohen et Weisselberg, directeur financier encore une fois, pour voir comment on va rembourser ces 130 000 dollars plus bonus à Michael Cohen, tout en faisant que ça ne soit pas détecté par les impôts et que cela se fasse de la manière la plus discrète possible. Et ce qui est extrêmement important, c'est que il y a un document qui est tracé. C'est l'exhibit 35, la preuve 35. Hein, je l'ai présenté aujourd'hui, excusez-moi, lundi, dans notre direct. Hein, j'ai essayé lors de notre direct, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer en même temps les documents qui sont soumis au jury, de vous les montrer à vous spectateurs. Et donc, ce document est extrêmement important. C'est un relevé de compte du compte écran de cette société bidon créée par Michael Cohen, où il y a le virement à Stormy Daniels. C'est déjà assez intéressant, mais le plus intéressant, c'est que ce document est surmonté de l'écriture de Weisselberg, qui détaille la manière dont Cohen va être remboursé de ces 130 000 dollars qui, en bout de course, monte jusqu'à 420 000 parce qu'il faut payer pour Cohen ce qu'il va payer en impôts si on dit que c'est du salaire. Et donc, à la fin, il faut qu'on arrive que Cohen ait ses 130 000 dollars plus du bonus dans sa poche. Et donc, tout ça est écrit noir sur blanc par Weisselberg. Et ce qui est complètement fou, c'est que une fois qu'ils se sont mis d'accord sur les grandes lignes, ils partent dans le bureau de Donald Trump. Et là, et ça c'était la nouveauté de ce témoignage-là, on ne savait pas que Trump avait participé à cette réunion, Trump, et c'est le point central pour l'accuser,
dans tout ce que je vous ai raconté, on a les intentions de Trump, son motif, pour comment la campagne a bénéficié, mais il fallait démontrer que il était au courant de cette construction de fraude comptable. Hein, c'est la première faute. C'est à partir de cette première faute qu'on peut construire la deuxième. C'est la deuxième qui peut l'amener à une peine plus sévère, dans une peine de prison. Et donc, il fallait démontrer que Trump était au courant de ce montage financier, que Trump était au courant de cette subtraction de la véritable nature de la véritable nature de ce paiement et qu'il a ensuite participé lui-même à la fraude en payant et signant depuis son compte chèque personnel 12 paiements à Cohen pour lui rembourser ses 420 000 $. Donc voilà, je vous rappelle le titre ce matin de Associated Press. Donc c'est la dépêche que tous les médias américains ont reçue que Cohen implique directement Donald Trump. Et c'est cette implication directe qui peut convaincre ou pas le jury. Maintenant, la question va être de savoir comment le jury se positionne par rapport à ça. Est-ce que le jury va croire Michael Cohen ou va décider de dire que Michael Cohen ment et que finalement, oui, on nous a démontré à peu près tout, la fraude, le paiement, les structures, mais pas l'implication directe de Donald Trump. Tout ça va dépendre de l'interprétation du jury et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la stratégie du moins hier, excusez-moi, lundi, toute la stratégie des avocats de l'équipe du procureur de faire qu'à chaque fois que Cohen disait quelque chose, 30 secondes après, il y avait la preuve qui était balancée ou le témoignage qui était balancé ou le rappel d'un témoignage qui était balancé sur l'écran qui est devant les membres du jury était important parce que d'un coup, l'effort l'effort que l'on demande au jury de dire voilà, vous devez croire Michael Cohen parce que c'est la seule personne qui peut vous rencontrer. Face à lui, il y a Donald Trump qui n'a aucune obligation de venir témoigner. Il serait la seule personne en mesure de dire ce n'est pas vrai, ces meetings ne se sont pas passés. Il faut que vous croyiez Michael Cohen parce que on vous a montré cet ensemble d'informations qui vous permettent d'établir qu'il a une crédibilité extrêmement forte. En parlant de crédibilité, il faut savoir que évidemment, à partir d'aujourd'hui, mardi, il va être attaqué sur sa crédibilité. Ça a été déjà le cas. Cohen, la première fois qu'on l'a vu témoigner contre Donald Trump pour les fidèles de la chute, c'est lorsqu'on a suivi les séances, les audiences du procès pour fraude fiscale, pour fraude aux assurances de la Trump Org. Vous savez, ce procès mené par le juge Engoron où en fin de parcours, Donald Trump a été condamné à près de 450 millions de dollars d'amende. Et Cohen est intervenu. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on va lire la décision du juge Engoron, qui passe témoin par témoin, il explique que euh, en citant de la procédure, donc c'est extrêmement important, en citant de la jurisprudence, il explique que c'est pas parce que Cohen a menti un jour et a été condamné, et il a été condamné, et c'est une notion que les Américains aiment beaucoup, il a payé sa faute, si vous voulez, c'est pas parce que il a menti une fois qu'il va mentir pour le reste de sa vie. Et donc, en comparant les informations données à la barre par Michael Cohen, le juge Ngoron avait décidé que c'était un témoin crédible. Et cette crédibilité, c'est ce que l'équipe du procureur s'est acharnée à construire depuis 4 semaines. Le parallèle que j'ai fait dans l'émission, si vous nous avez suivis en direct hier, on a été en direct pendant près de 4 heures. Si vous avez suivi ça ou par moment, il y a un parallèle qui est extrêmement intéressant parce que
il y a certains commentateurs aux États-Unis qui vous expliquent que oui, mais bon, Michael Cohen, c'est pas un témoin parfait parce que justement, il y a des problèmes de crédibilité, parce que justement, il a une chaîne TikTok où il passe avec un t-shirt où il y a un dessin et on voit Trump derrière des barreaux, parce que il a publié des livres, parce que il a un podcast qui marche bien, qui est contre Trump. C'est pas la personnalité la meilleure, etc. C'est pas le meilleur témoin. Et en fait, un témoin parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de témoin parfait à la réputation impeccable. Tout être humain a ses failles et a ses défauts. Et la meilleure manière d'envisager tout ça, et qui est pour le coup une véritable expérience du district attorney de Manhattan, qui est habitué à la criminalité organisée, c'est lorsque, dans une affaire de mafia, par exemple, pour faire tomber le parrain, on fait venir un de ses lieutenants ou un assassin ou quelqu'un qui a pas les mains propres, on va dire, mais parce que son témoignage va permettre de faire tomber quelqu'un de plus important. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau d'aller voir le jury et d'aller dire voilà, on vous a montré toutes nos preuves. Et oui, Michael Cohen n'est pas parfait. D'ailleurs, lui-même vous a révélé que un des premiers aspects de sa fonction auprès de Donald Trump était de mentir, hein, de mentir aux journalistes, de mentir aux investisseurs, de mentir aux compagnies auxquelles Trump devait de l'argent, etc., etc. Donc, ça fait partie de son personnage, mais ce qu'il avait à nous raconter est tellement plus important que ça. Il faut passer outre et il faut venir l'entendre. Donc ça c'est vraiment l'aspect important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment comment les médias pro-Trump ont répondu. Bon, déjà, il y a eu, vous savez que Trump, on a remarqué depuis le début, alors que c'est le premier conseil que va vous faire un avocat lorsque vous avez un procès au criminel, un procès pénal, c'est de venir avec vos familles pour montrer que les familles ont confiance à vous. Là, c'est pas vraiment le cas. Il y a eu deux ou trois fois Eric, et puis c'est tout. Sinon, dans un premier temps, c'était que des employés de Trump qui étaient là, des gens qui travaillent actuellement pour sa campagne, genre Alina Abba. Et puis, depuis quelques semaines, c'est devenu un petit peu un pèlerinage obligatoire de certains élus républicains qui, en plus, aimeraient être sélectionnés pour être vice-président à un moment ou à un autre. Donc, ils viennent une petite heure, ils se montrent avec Trump et ils font une conférence de presse à la sortie pour prendre sa défense. Et donc, on a des arguments lunaires aujourd'hui que, par exemple, la preuve que tout ça était complètement bidon, c'est que le juge manquait de respect à Donald Trump en l'appelant Monsieur Trump et non pas Président Trump. La norme, c'est d'appeler Monsieur Trump. Le droit américain fait qu'il n'y a pas de statut particulier pour un président. Une fois qu'il quitte la Maison-Blanche, il devient citizen, le citoyen Trump. Donc c'est tout à fait normal de l'appeler monsieur, mais c'est ce genre d'argument. Et puis on a vu des choses complètement ridicules, comme J.D. Vance, qui est ce sénateur de l'Ohio qui espère bien devenir un des vice-présidents sur le ticket de Trump, qui lui était là pour répéter les mêmes éléments de langage de propagande en expliquant que s'il n'y a pas de supporters de Trump devant le procès, c'est parce qu'ils n'ont pas accès au tribunal, ce qui est complètement fou. Et cette volonté de défendre Trump à tout prix, qui va lui poser des problèmes, qui pose déjà du problème d'ailleurs à sa défense, cette volonté de défendre, serait été plus simple pour la défense, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'accepter une partie de faute et au lieu de dire tout est faux. Par exemple, parce que ce n'est pas le cœur du procès, ça n'aurait rien changé à l'issue du procès de dire oui, bon, c'est vrai, l'histoire de Stormy Daniels est vraie. Alors qu'ils sont partis sur ce délire, eux, de leur côté, de dire non, c'est faux.
Donald Trump n'a jamais trompé Melania. Et à partir de là, c'est eux qui ont axé le procès sur ces conversations et ils se retrouvent à passer une énergie folle des jours à défendre des points qui ne sont pas importants. Et donc, cette volonté de défendre Trump à tout prix va à l'extérieur. Et donc, vous le savez, depuis, et ça s'est encore passé hier, depuis le début de ce procès, il n'y a pas une journée sans que Donald Trump s'endorme à la barre. Et donc, il y a eu ce moment où Donald Trump s'est encore endormi aujourd'hui. Et donc, J.D. Vance, en sortie d'audience, a expliqué que lui, qui a que 39 ans, c'est tellement épuisant comme exercice que les fauteuils sont tellement peu confortables que lui, au bout d'une demi-heure, il a failli s'endormir et que donc c'est un exploit que Trump s'endorme au bout de 2 heures. On est à ce niveau-là de défense sur Fox News et les alliés. Et puis aujourd'hui, du moins hier soir, Fox News nous a donné d'après moi, un aperçu de ce que va être les angles d'attaque contre Michael Cohen par la défense de Donald Trump. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous étions aujourd'hui dans une phase qui est la plus facile pour Cohen, même si elle est longue, c'est la plus facile, c'est celle où il doit répondre aux questions préparées avec l'équipe du procureur. Donc, il n'y a pas de questions pièges, c'est pas l'idée de le déstabiliser à partir de demain. Donc, je vous donne vraiment rendez-vous à partir de 18h. On sera en direct à partir de 18h sur YouTube, 12h si vous nous écoutez depuis le Québec. Il y aura normalement ce contre-interrogatoire où le but va être de faire craquer Cohen. Et lorsqu'on regarde Fox News, ce qui s'est passé sur Fox News ce lundi soir, c'est extrêmement sale. On attaque Cohen sur sa famille, sur sa femme, sur sa fille. On a attaqué Cohen sur son équilibre psychologique en expliquant que il était suicidaire, que c'était qu'à un moment il a songé effectivement au suicide lorsqu'il il a dû être incarcéré, sur son équilibre psychologique. On l'a attaqué sur toutes ces questions personnelles hier sur Fox News en expliquant que c'était quelqu'un qui voulait se venger parce que Trump avait refusé de le nommer ministre de la Justice, alors que c'était pas ministre de la Justice qu'il voulait devenir, il voulait devenir chef de cabinet de Trump, il voulait poursuivre à la Maison Blanche ce qu'il faisait, et il a dit c'était pour son ego, ce qu'il faisait depuis 15 ans pour Donald Trump, ça n'a pas été le cas, il n'avait aucune expérience de ce métier-là en plus. Et donc la manière dont Fox News a présenté ça lundi soir, c'est de dire voilà, non seulement il veut se venger parce qu'il n'a pas eu ce boulot, et pourquoi il n'a pas eu ce boulot? Parce que il n'en avait pas les capacités intellectuelles et psychologiques pour le faire. C'est quelqu'un qui est au bord de la faille. Et donc, c'est évident que mardi, donc dans quelques heures à New York, on va assister à cette tentative de faire craquer Michael Cohen, de le faire tomber dans ce ravin de doute et d'autodestruction. Ça va se jouer à ce niveau-là. Et donc, la question de demain, on a vu que les tentatives de déstabiliser Stormy Daniels n'ont pas fonctionné. Je pense que ça va être fois 100 demain, que ça va durer des heures. C'est pas obligé d'ailleurs que ça se termine demain. C'est possible mercredi, il y a relâche, que jeudi, on recommence là et que il n'y a pas une limite de temps tant que la défense a des arguments à mettre en place et que en fait, quelque part, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la défense constitutionnellement n'a pas l'obligation de présenter un dossier après ça. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune obligation d'avoir
Donald Trump à la barre. Il n'y a aucune obligation de faire venir des témoins et des experts. Le poids de la preuve est uniquement dans le camp du procureur. Et c'est pas impossible qu'en fait, c'est 2 journées, peut-être plus, peut-être moins, où Michael Cohen va être à la barre sous l'assaut des 3 avocats de Donald Trump. Ça sera la défense de Donald Trump et que le procès ensuite s'arrêtera là. Donc voilà, donc c'est vraiment des moments importants. Évidemment, je vous invite à nous rejoindre. J'ai mis le lien en dessous de ce space. Je reposterai tout à l'heure un message avec le lien direct pour l'émission. Ça va être un moment fort qu'on va vivre ensemble si Cohen tient la barre. Si le jury décide d'adhérer à cette idée que oui, c'est pas un témoin parfait, mais ce qu'il vient de nous raconter, c'est la vérité. Donald Trump est dans une grosse difficulté du côté de New York. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce récap, de ce 16e épisode. Encore une fois, si vous voulez aller voir tous les détails, on a été en direct pendant plusieurs heures. On a vécu tout ça. Et comme d'habitude, lorsque je fais des directs, non seulement je vous raconte ce qui se passe dans le tribunal, mais j'essaye de le placer dans son contexte à chaque fois, de donner la contextualisation de l'ensemble pour comprendre les références. Et puis l'avantage d'être, et c'est pour ça qu'on est en bonne vidéo et pas en mode audio, c'est que on essaye en même temps de vous montrer les mêmes preuves que le jury des 12 citoyens new-yorkais qui le voit au moment où il les voit pour vous mettre au cœur de ce face-à-face. Et donc voilà, demain, c'est une journée extrêmement importante. La première journée était importante parce que, première journée de témoignage de Cohen, parce que, un, elle a donné le ton, et deux, elle est forte en révélation. Et je vous rappelle le titre de Associated Press, il implique directement. Donc on est arrivé au niveau que l'équipe du procureur souhaitait, où on passe dans la catégorie où il n'y a plus de raisonnable doute. Hein. Je vous rappelle que ils doivent condamner sans l'ombre d'un doute. Donc on est passé dans ce monde-là où si on croit Michael Cohen, si le jury croit Michael Cohen, ils peuvent condamner Donald Trump sans l'ombre d'un doute. C'était vraiment une journée clé. La journée de mardi, rendez-vous 18 h, donc sera encore plus forte parce que du côté de Trump, il n'y a pas d'échappatoire. Soit on arrive à faire passer le message au niveau du jury que Michael Cohen est quelqu'un d'instable, de rongé par la vengeance, de motivé par l'argent, que c'est un menteur et qu'il ne faut pas le croire, ou soit on va préparer à 100% l'appel parce que ce procès, ils vont le perdre. Donc voilà, j'ai vu que il y a Didier qui souhaite parler. Donc d'habitude dans ces récaps, lorsque je le fais sur YouTube, c'est pas vraiment l'idée, mais je vais prendre quelques appels si vous avez des questions. C'est l'avantage, on est là sur Space, sur X. Allons-y Didier, c'est à vous. Didier, il faut appuyer sur l'icône du micro. Didier? Non, pas de Didier. Donc, merci Didier. Je vais donner la parole à Daniel. Euh, Daniel, 2 secondes. Voilà, c'est parti. C'est en train de se connecter. Les joies du direct et les joies de la technique. Je vous rappelle que ce space, on va le poster aussi sur YouTube où ça sera beaucoup plus facile pour l'entendre. À toi, Daniel. Daniel, il faut, voilà. Oui, Ça, tu ça, m'entends, William? ouais, ouais, très bien, vas-y. Bonjour William.
Écoute, j'avais deux questions pour toi. Depuis le début de ces procès Trump, tu nous as expliqué que son équipe d'avocats jouait la montre. Alors, avec l'appel, puisque visiblement son équipe est préparée à l'appel, ou va tout faire pour être en appel et pour être plus combatif en appel. Quand est-ce que cet appel va peut-être intervenir ou être audiencé? Mhm. Et, et ma deuxième question, c'est si Trump est condamné peut-être à une peine de prison, est-ce que l'appel est suspensif? Ok. Non, de toute façon, c'est une question qui va être, merci, c'est une question qui va être dans l'esprit beaucoup de monde. Le calendrier que l'on a, je me rappelle de la première semaine d'audience, lorsque le procès débutait et que du côté de l'équipe de Donald Trump, on faisait traîner les pieds. Je disais que mais l'intérêt de Trump, en fait, c'est que ce procès s'arrête le plus rapidement possible, qu'il n'aille pas au-delà des 8, 10 semaines, puis après le temps du jury de décider la sentence, parce que le plus rapidement il est condamné, le plus rapidement il peut faire appel, et le plus rapidement cet appel peut être examiné, où ils pensent qu'ils ont des chances plus solides, vu qu'il n'y aura pas de jury populaire cette fois-ci, et ils pensent avoir des points de droit. Ce ne sera pas une décision sur le fond. Un appel aux États-Unis, c'est pas un nouveau procès. Donc c'est sur certains aspects par exemple, savoir si les détails, lorsque Stormy Daniels a expliqué que Trump n'avait pas de préservatif, est-ce que c'est quelque chose qui est venu salir la réputation de l'accusé et que donc ça a faussé le reste du procès et que du coup il faut l'annuler. C'est ce genre de points qui vont être mis en avant lors de l'appel. Et donc j'ai toujours dit que c'était plus intéressant. Et en plus il y a une réalité, on l'a vu autour du 6 janvier, c'est que lorsqu'on a interrogé le public américain après le 6 janvier 2021, il y avait la très grande majorité des Américains étaient sous le choc. Et à mesure que le calendrier avançait, l'impact de ce choc a diminué. Et donc, si Trump veut avoir des chances de gagner en novembre, le plus tôt il est condamné, le plus de temps il y aura avant le procès. Donc ça, c'était peut-être une petite parenthèse d'introduction. Donc nous sommes dans un calendrier qui s'est accéléré. Le juge a remarqué que nous étions en avance. Du côté du procureur, après Michael Cohen, il va y avoir un nouveau témoin. Je pense que ça sera un dernier témoin. Je pense que ça sera un témoin technique qui va parler de loi de financement électoral, la loi à New York. Hein. Je te rappelle que c'est un procès au niveau de l'État, c'est pas un procès fédéral, donc il y a des particularités. Donc je pense que on va terminer sur ça. Ça va dépendre combien de temps Cohen va se retrouver à la barre, où il va être contre-examiné, et puis il va y avoir une possibilité, encore une fois, on va redonner la possibilité à l'équipe du procureur de lui reposer des questions, et puis notre possibilité à la défense de le contre-interroger une nouvelle fois. Disons que ce procès peut s'achever, les témoins peuvent terminer en milieu de semaine prochaine, genre mercredi suivant. En gros, après, il restera une semaine, donc ça va nous amener au début du mois de juin pour terminer avec les plaidoiries, terminer avec les instructions du juge au jury, et à partir de là, on va partir en délibéré. On peut imaginer que avant le 5-6 juin, on ait une réponse à New York et qu'il soit soit reconnu innocent, soit qu'il soit reconnu coupable, ou soit que le jury ne soit pas arrivé à se décider, qui ouvrirait de la possibilité d'un autre appel, d'un autre procès plus tard. Mais si ça est décidé, disons que pour simplifier la réponse, au 10 juin, on a la sentence, on a la décision de la culpabilité ou pas de Donald Trump, et qu'il est reconnu coupable à l'unanimité par les 12 membres du jury.
le juge, c'est lui qui va décider la sentence et en gros, d'habitude, il prend entre 15 jours et 3 semaines. Donc, ça nous amène début juillet. Donc, début juillet, on dira, ben voilà, vous êtes condamné à telle peine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut partir en appel. Euh, et l'appel aux États-Unis n'est pas automatiquement suspensif. C'est dans un premier temps à la discrétion du juge. Un juge qui est humilié, attaqué tous les jours par Donald Trump, en fin de course, c'est lui qui va décider la sentence et qui va décider si Donald Trump, s'il y a une peine de prison par exemple, si c'est suspensif. Évidemment, il faut aussi qu'il se base sur une jurisprudence, mais imaginons qu'il décide de ne pas suspendre la sentence de Trump pendant la période d'appel, il sera obligé de le faire. Il y a évidemment des possibilités d'appel sur cet aspect-là. On l'a vu, ça a été utilisé récemment par Pete Navarro, qui est en prison actuellement et qui est monté jusqu'à la Cour suprême pour ne pas être emprisonné pendant sa période d'appel, mais ce n'est pas automatique. Il y a une possibilité où le juge dise non, et souvent un magistrat base sa décision sur 2 points. Il se base sur le passé judiciaire du prévenu qui vient d'être reconnu coupable. Là, le passé judiciaire de Donald Trump, on pourrait dire non, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, depuis ces derniers mois, il y en a. C'est quelqu'un qui vient d'être condamné pour diffamation, c'est quelqu'un qui a été condamné pour abus sexuel, qui a été requalifié par le juge comme étant un viol digital, mais un viol. C'est quelqu'un qui vient d'être condamné pour fraude et c'est quelqu'un qui est mis en inculpation dans d'autres procès. Donc, Donald Trump, et c'est la grosse nouveauté, il a un dossier. Le juge peut utiliser ce dossier en disant, ben voilà, non, vous ne pouvez pas rester en liberté pendant la durée de votre appel. Et dernier point, c'est que souvent, le juge prend la manière dont la personne s'est comportée pendant le procès. Et quand on voit la manière dont Trump se comporte pendant le procès avec les bâillons, etc., il n'est pas forcément dans une bonne position. Moi, mon opinion personnelle, c'est que si Trump est condamné à une peine de prison au début de l'été, il fera forcément appel et le magistrat lui donnera sa liberté parce que il ne prendra pas la responsabilité à 4 mois de l'élection, à 15 jours de la convention républicaine, de dire non, vous allez faire campagne depuis la prison. Voilà, c'était une réponse super longue, mais c'est dans le diable se cache dans les détails, hein, c'est comme ça qu'on dit. Bah, je te remercie beaucoup, William. Mais je t'en prie, Daniel. À Merci. plus. Au revoir. Au revoir. On va avoir Ed qui veut aussi nous parler. Ed Chirac, c'est parti. Je suis en train de te rajouter, qui est d'habitude, qui est venu nous voir 2 ou 3 fois sur notre stream YouTube, qui là est donc sur X. Salut Ed, c'est à toi. Oui, salut William, bonjour à toutes et à tous. J'avais une petite question. Tu disais tout à l'heure que début juillet, il y allait sans doute avoir la décision concernant La ce procès sentence, ouais, ouais, ouais. Trump. Et donc, ça coïncide plus ou moins, me semble-t-il, avec la Convention nationale républicaine, qui Oui, devrait avoir lieu le mi-juillet, si je 15. dis. Voilà. Ouais. Donc ma question, c'est est-ce que les républicains ont un plan si Trump est condamné et en plus il va en prison? Ah, je pense que il existe. Alors, on rentre vraiment dans des et Trump nous force à cet exercice-là parce que on est vraiment dans les premières. Hein. Chaque 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 rendez-vous judiciaire est une première souvent et c'est pour ça qu'on a des cas par exemple qui sont toujours à la Cour suprême. C'est parce que lorsque Trump vient demander l'impunité totale ça n'a jamais été fait avant. Et lorsqu'il vient demander l'impunité totale dans le cadre de ce qu'il a fait autour du 6 janvier, ça s'est jamais produit avant. Et donc là, on est dans des situations où il existe des possibilités au parti républicain d'essayer de se sortir de ça. Mais sur le fond, je pense que ils sont
ils sont mariés à Trump quoi qu'il arrive, Oui, parce d'autant qu'il plus a tous les que... délégués. De Bon, quoi? quasiment. Il a quasiment tous les délégués, c'est-à-dire que les autres candidats, soit se Exactement. font virer, soit ils C'est ce n'en ont que pas. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que les délégués ont été choisis pour voter Trump, donc il faudrait s'assurer que les délégués choisissent notre candidat, qui, son fils, sa femme, qui, on le sait pas, qui est l'héritier de Trump là-dessus. En plus de ça, il existe des procédures plus tard, c'est-à-dire que la convention ça serait plus simple pour eux, j'ai plus les détails en tête, mais ça serait plus simple pour eux de valider la candidature de Trump, d'en faire leur candidat officiel pour essayer ensuite, après la convention, de s'en séparer. Mais je pense qu'on est dans une logique où ils diront il a été condamné, il est en appel. De toute manière, il n'y a aucune loi qui lui interdit d'être candidat et d'être condamné. Il n'aura pas le droit de voter, donc il ne pourra pas voter pour lui. Hein, c'est un petit peu l'hypocrisie de ce système où il n'a pas le droit de voter, mais il a le droit d'être candidat, même en étant condamné. Donc on va vivre encore des périodes assez intenses où il va falloir se creuser la tête et se dire mais quel est le droit américain? Qu'est-ce qui est prévu pour faire face à ça? Et c'est la force de Trump, c'est le danger de Trump. C'est quelque chose que je racontais depuis le début de la chute, avant même que je crée ce podcast en décembre 2020, qui était de dire que le travail de Trump était d'identifier les faiblesses du système américain, les faiblesses de la démocratie américaine, que ce soit des faiblesses judiciaires ou des faiblesses électorales, et d'essayer de se glisser dans ces brèches-là pour garder le pouvoir. Et lorsqu'on aura terminé avec cette phase de procès, on va revenir plus au niveau de la chute sur justement la partie électorale. Et il y a des informations qui sont assez inquiétantes sur la manière dont Trump va. Ce qui est certain, c'est qu'il ne va, et s'il perd en novembre prochain, il ne va pas accepter sa défaite. On va repartir dans une phase extrêmement précaire, compliquée. Et il y a tout un plan mis en place au niveau de son entourage, au niveau des MAGA, au niveau des partis républicains, pour essayer de forcer la main, quel que soit le résultat des urnes. Donc, c'est des choses qu'on va détailler, mais on va vivre une période complètement folle. On est un petit peu insouciant, on s'en rend pas compte. Une fois qu'on va sortir de ce tunnel des procès, à partir de septembre, octobre, et puis après novembre, décembre, le mois de novembre et le mois de décembre vont être des mois extrêmement sensibles pour la démocratie américaine. J'ai aucun doute là-dessus. Ok, oui, effectivement, ça va être. Il y a un risque de 6 janvier bis, absolument Ouais, colossal. pas forcément sous la même forme, parce que il y a d'autres manières plus efficaces d'agir, mais il y a cette volonté. Et Trump, je l'ai toujours dit, moi, Trump, je le suis depuis 2015. Je le connaissais avant, forcément, en étant aux États-Unis, c'était une personnalité médiatique. Mais depuis 2015, depuis son entrée en politique, et la constante chez Trump, c'est que Trump n'est jamais autant dangereux que lorsqu'il est dos au mur. Et là, il sait que s'il perd l'élection, euh, non seulement il va se retrouver à devoir faire face à des peines de prison, mais aussi à des procédures judiciaires au pénal et en civil pour les 10 prochaines années, qui vont avoir un coût financier énorme. Et donc, Trump doit être élu par tous les moyens possibles. C'est Oui, certain. et vu son âge, avec même un risque de finir, de mourir en prison, quoi. Vu son âge, il est pas tout Ah jeune, ouais, c'est Trump. certain, c'est certain, c'est certain. Et il ne se laissera pas faire. Et donc voilà, donc on va évidemment suivre. C'est ce qui rend aussi passionnant et inquiétant aussi, hein. Je te rappelle, mais je rappelle à tout le monde, c'est que je réside aux États-Unis. Donc voilà, j'ai la double nationalité. Donc
je suis aussi impliqué en termes de citoyen pro, non pas démocrate, désolé, mais pro-démocratie. Et c'est vraiment l'enjeu de cette élection-là, c'est qu'on va nous parler d'inflation, on va nous parler d'avortement, ce sont des thèmes importants, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui va se passer après le 20 janvier 2025. On verra. Ok, bah merci beaucoup en tout cas et bravo Merci, merci, pour merci. tout ce suivi jour après jour du procès Trump. Voilà, ben merci beaucoup, merci de ta fidélité. Salut. Salut. Voilà, s'il n'y a plus de questions, si plus personne ne veut intervenir, non, une fois, deux fois, trois fois, on va arrêter c'était très sympa d'ailleurs, les deux intervenants. On va arrêter ce récap du 15e épisode. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, dans quelques heures, à 18 heures. On sera sur YouTube, je vais vous partager le lien. On sera sur YouTube pour être au cœur du face-à-face entre Cohen et Trump. On devrait avoir le début du contre-interrogatoire. Je vous en ai expliqué tous les risques, tout l'enjeu. Voilà, merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous. Cette émission sera postée dans quelques heures sur YouTube pour pouvoir l'écouter dans un confort qu'on ne trouve pas vraiment sur X. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était le récap de la chute. À tout à l'heure pour une édition spéciale 18h midi, midi au Québec. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.